Bonsoir, alors j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le livre de Ghislaine Lo-Cicero, De fil en aiguille. C'est l'histoire d'une quête, ce livre, une quête double. L'héroïne Rita Paloma décide de partir en Amérique sur les traces de son amie qui a disparu. Mais c'est aussi l'occasion pour elle de partir en quête d'elle-même, en quête du sens profond de son existence. La première question que j'aimerais poser à Ghislaine, c'est comment a germé l'idée de ce livre? Est-ce que c'est l'aboutissement d'un cheminement intérieur ou bien est-ce que c'est un jaillissement qui s'est imposé à toi? Les deux. Un jaillissement qui s'est imposé à moi, oui, pendant une période très courte où j'étais en vacances en Guadeloupe dans un hamac. Tout d'un coup, les idées ont jailli, on peut le dire comme ça. Donc j'ai commencé à écrire de manière un petit peu effrénée. Mais j'ai envie de dire que la gestation de ce livre est beaucoup plus ancienne et que ça fait des années que j'ai envie de mettre en forme un petit peu l'enseignement que je reçois et que je transmets dans mes stages, mes cours, mes conférences. Parce que souvent, à la suite d'une conférence, les gens venaient me voir et me demandaient « mais quand est-ce que vous allez écrire un livre? Quand est-ce que vous pourrez compiler tout ça? Quand est-ce que ce sera transmissible en fait ?» Et voilà, donc j'ai décidé, tout simplement, c'est une question de décision, un jour d'écrire ce livre, et puis ça a mis 3 ans avant d'arriver à un manuscrit qui soit exploitable, on va dire. Pourquoi ce titre De fil en aiguille? Alors, De fil en aiguille, c'est en hommage à ma maman qui était couturière, et puis parce que pour moi c'est une expression qui représente bien la causalité, qui est vraiment représentative de tous ces choix qu'on fait dans notre vie, tous ces aiguillages qu'on prend et qui nous dirigent seconde après seconde finalement vers notre destin, notre destinée. Pourquoi on est ici aujourd'hui tous ensemble réunis en train de parler de ce livre? Parce qu'il y a eu de fil en aiguille des événements qui ont fait que cette causalité qui engendre toutes les situations de notre vie m'a permis d'être qui je suis et d'exprimer ce que j'exprime. D'accord. Alors effectivement, c'est un livre qui est placé sous le signe du féminin. L'héroïne est une femme. Les rencontres déterminantes dans le livre seront en grande partie féminines. Mais il y a aussi les dédicaces à ma mère, ma sœur et ma fille. Et puis une autre dédicace à la Pachamama. Y a-t-il l'idée d'une transmission déjà et d'une transmission transgénérationnelle? Est-ce que c'est un thème aussi du livre, ça? Oui, c'est un thème récurrent dans ma vie, j'ai envie de dire. Je sais que je me suis un jour interrogée sur qui j'étais. C'est une question pour moi fondamentale, qui sommes-nous? Et j'ai été chercher donc, dans toutes les dimensions de ce que je savais de moi, c'est-à-dire dans mon passé, dans mon enfance, jusque dans la vie intra-utérine. Donc forcément, je me suis rebranchée sur ma mère qui est un monument, un phénomène. Et lorsque j'étais adolescente, puis jeune adulte, puis révoltée dans ma vie de jeune adulte, j'ai beaucoup repoussé ma mère, ce qu'elle était, ce qu'elle est, toujours d'ailleurs. Et je me disais que le jour où j'aurai un enfant, peut-être que je comprendrai cette relation. Et j'ai eu effectivement une fille qui m'a beaucoup fait travailler sur moi-même et qui m'a vraiment rapprochée de ma mère en fait. Donc j'ai voulu à travers ce livre aussi rendre hommage à cette transmission de mère en fille. Et j'ai envie de dire que ce livre m'a réconciliée avec ma mère et avec ma fille. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton héroïne, son nom, tout d'abord, Rita Paloma, d'où vient-il? Et puis sa profession, reporter culinaire, c'est assez étonnant. On pourrait s'attendre à une archéologue, par exemple? On pourrait, oui, on pourrait. Alors Rita, donc c'est le deuxième prénom que ma maman m'a donné. Ma mère est une Sicilienne fervente défenseur de Sainte Rita, Santa Rita. Et Rita, pour les Siciliens, et en particulier pour ma mère, c'est la sainte des missions impossibles, des situations de l'impossible.
Et en fait, un jour, ma mère m'a demandé de l'emmener voir le tombeau de Sainte Rita à Cascia, en Italie. Parce que pour elle, c'était un rêve d'enfant. Donc ma mère, elle a grandi en Tunisie. C'est donc des Siciliens émigrés en Tunisie qui ont voué un culte à Sainte Rita. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Il faudrait chercher un petit peu dans l'histoire familiale. Et donc j'ai emmené ma mère, qui était handicapée, en fauteuil roulant, en avion, à Cascia, en Italie, avec ma fille. Donc on s'est fait un voyage comme ça, avec ces 3 générations de femmes. Et quand j'ai cherché le nom à donner à cette héroïne, ça m'est venu tout à fait naturellement. Bon, il y a une petite anecdote qui est racontée dans le livre à propos de Sainte Rita et de ces crêpes que ma mère faisait tous les ans, dans laquelle elle mettait une pièce de 5 francs qu'elle mettait en haut de l'armoire, dans un petit panier, au pied de la statuette de Sainte Rita, avec des fleurs en papier mâché, et en fait tous les ans ces pauvres crêpes se desséchaient, et nous les enfants on disait les pauvres crêpes, au lieu de les manger, elles se dessèchent sur cette armoire. Donc Rita, c'est un nom un petit peu, comment dire, honoré par toutes les familles siciliennes, et donc j'ai amené ma mère voir le tombeau de Sainte Rita, qui est une sainte qui a été, comment dire, canonisée par le pape, par le Vatican, parce que son corps ne s'est pas décomposé. Hein, je ne sais pas d'ailleurs, je ne me rappelle plus combien d'années elle a, mais elle s'est momifiée, carrément. Ouais, ouais. Et les Siciliens l'ont pris pour les aider à résoudre les situations impossibles. Et comme cette pauvre Rita Paloma se retrouve souvent dans des situations impossibles, voilà, c'était un nom prédestiné. Paloma, pour moi, c'est la colombe, c'est le signe de la paix. C'est un nom que j'ai inventé, qui sonnait un peu italien, sicilien. Voilà. Donc l'héroïne est sicilienne. Et oui. Voilà. Alors le Pérou, effectivement, la Thaïlande, Paris, Lyon, on voyage beaucoup dans ce roman. Un peu comme tu l'as fait d'ailleurs au cours de ta vie. Quelle est la part d'autobiographie de ce roman? Est-ce que c'est un prétexte au sens de quelque chose qui serait antérieur au texte? Est-ce que c'est un point d'ancrage? Est-ce que c'est un fil conducteur, pour reprendre une thématique qu'on trouve dans le titre? C'est un peu tout ça, et j'avoue que pendant l'écriture, quand je faisais lire certains passages à mon tendre et cher, parfois il me disait mais ça tu l'as vraiment vécu, et j'arrivais plus à me rappeler si c'était de l'autobiographie ou si c'était de la fiction. C'est-à-dire que moi-même je me suis à un moment donné perdue dans cette imbrication qu'il y a eu entre le réel et le fictif. Et bon, alors évidemment je peux dire exactement aujourd'hui quelle est la part d'autobiographie. En gros c'est tous les passages qui sont écrits en italique, donc quand vous le lirez vous pourrez reconnaître ces passages, et c'est des passages que l'héroïne vit en se remémorant des périodes de sa vie, et à ce moment-là, on n'est plus dans le narratif, elle est dans le jeu. Hein, elle raconte avec le jeu, alors que le reste du temps, on voit se dérouler son histoire. Donc il y a eu beaucoup de, comment dire, une alchimie qui s'est créée entre cette Rita Paloma et mon histoire personnelle. Et je disais là récemment à une journaliste, je lui disais, en fait, mon avatar n'en a fait qu'à sa tête, elle en faisait qu'à sa tête, et moi-même j'étais des fois obligée de suivre ses aventures parce que elle s'emballait comme un cheval au galop, c'est-à-dire que la fiction m'a dépassée en fait, a dépassé ce que moi j'avais l'intention d'écrire. Ça s'est fait tout seul. Et là, ces instants-là étaient magiques. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'était magique. Donc, je dirais, si on veut quantifier un petit peu la part d'autobiographie, je dirais qu'il y a, allez, on va dire 50-50. Donc ce n'est pas tout à fait une autobiographie, mais c'est pas non plus un essai philosophique, parce que certains titres, comprendre pour avancer, l'expression de l'être ou l'éternel présent, la cause de la cause, on pourrait aussi s'attendre à quelque chose de plus, comment dire, sérieux, intellectuel. Tu as fait le choix de la fiction romanesque. Et du coup, dans le roman, les péripéties, les rebondissements s'enchaînent, la trame narrative est complexe, avec des anticipations, des retours en arrière.
Ce choix de la fiction était-il finalement plus simple? Est-ce que, comment cette histoire s'est imposée à toi? Qu'est-ce qui a fait que tu es partie dans la fiction, de la fiction? Alors je dirais que c'est justement cette Rita Paloma qui s'est vraiment dissociée de moi, c'est-à-dire qu'elle s'est émancipée. Au départ, j'avais l'intention d'écrire vraiment un roman autobiographique où ce personnage me représentait avec cette histoire que j'ai réellement vécue au Pérou. Hein. Il n'y a pas beaucoup de fiction dans ce vécu-là. Et puis petit à petit, les choses se sont enchaînées de fil en aiguille et elle s'est un petit peu émancipée, mais elle s'est vraiment imposée à moi. Et cette part de fiction m'a permis finalement d'élargir le message que j'avais envie de faire passer. De ne pas rester dans ce petit ego finalement étriqué de l'envie de témoigner d'un vécu personnel qui est riche, certes. Ma soeur, quand elle l'a lu, elle m'a dit « mais tu pouvais écrire 10 romans rien qu'avec ce que tu as vécu ». Mais voilà, après, il y a eu quelque chose qui s'est imposé à moi. Vraiment, je me suis laissée emporter par l'écriture et j'ai pas pu maîtriser les rênes de ces personnages, parce qu'il y a eu d'autres personnages qui se sont présentés. Ils ont existé par eux-mêmes. C'est vraiment, pour moi, ça a été une expérience magique. Je suppose que c'est ce que vivent tous les romanciers quand ils créent des personnages. Les personnages se mettent à vraiment vivre de façon autonome. Ouais. Alors malgré cet élan romanesque, le roman est quand même structuré en 3 parties, le sel, le soufre, le mercure. À quoi correspondent ces 3? Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ces titres? Alors, pourquoi ces titres? Parce que quelque part, ce roman parle de transformation, donc d'alchimie intérieure, puisque cette héroïne vit des expériences qui la ramènent à son propre passé, à ses propres passés, j'ai envie de dire, puisqu'il est question de vie antérieure, donc de toutes ces dimensions de son histoire, de ses mémoires, qu'elle essaie de reconstituer pièce après pièce, comme un puzzle. Et à travers ce parcours initiatique, elle vit sa propre alchimie intérieure. Et le sel, ça représente vraiment la structure, la matrice, la mère. Tout dans notre vie, tout dans l'existence, tout dans la nature est composé de ces 3 principes. C'est des principes, l'alchimie. Le sel, c'est la construction, la matrice, la mère, le commencement. Le soufre, c'est la partie masculine, l'étincelle, l'allumette qu'on allume, qu'on peut comparer à l'étincelle divine, l'information. Et le mercure, c'est le fils, donc la mère, le père et le fils, qui va de l'un à l'autre et qui va, lui, le mercure, comme l'élément mercure, qui est un élément très volatile, très mobile, très rapide aussi, comme la planète Mercure qui est rapide, qui symbolise la communication. C'est donc le lien entre ces 2 choses, le sel, le soufre et le mercure entre les 2. Et ça reprend toutes les traditions de toutes les cultures, avec la Trinité chez nous, avec la terre, le soleil, la lune, voilà. Donc il y a cette notion d'énergie tripartite, hein, comme dans la triskel des Bretons. Beaucoup de cultures reprennent ces trois principes, ces 3 éléments, on va dire, qui constituent l'existence. Le yin, le yang et la partie intermédiaire entre le yin et le yang. Donc j'ai eu envie de construire le roman sur ces trois, de structurer le roman, divisé en 3 parties, avec 3 parties totalement différentes. Alors effectivement, il y a un côté polar dans le roman qui permet au personnage et par conséquent au lecteur de mettre à jour et de comprendre comment la vérité, avec un grand V, si tant est qu'elle existe, et la connaissance sont manipulées et dissimulées par des puissants, l'Église, le pouvoir politique, l'industrie pharmaceutique. Et puis par ailleurs, il y a cette dimension initiatique du récit qui explore des domaines un peu controversés, qui dévoile des perspectives parfois subversives. Il est question de crop circles et de vie intraterrestre, de vie antérieure, de médecine quantique. C'est un livre volontairement percutant, ça en fait. Un livre qui
fait un peu vaciller les limites de nos croyances. Vaciller, non. Élargir, oui. C'est mon vécu aussi qui fait que j'ai eu la grande chance de rencontrer sur mon parcours personnel une personne qui m'a initiée à toutes ces dimensions-là de l'être, qui m'a formée à la méditation transcendantale, qui m'a ouvert beaucoup de portes, les vies antérieures, les annales akashiques, le monde d'Agartha, etc., qui sont aujourd'hui, oui, controversés, qui peuvent paraître farfelus à certains penseurs, mais moi je les ai vécus, je les ai expérimentés. Pour moi, c'est pas du tout de la théorie. On peut trouver des milliers de livres dans les bibliothèques, dans les librairies, sur tous ces thèmes, mais moi je les ai vécus, je les ai expérimentés, j'ai fait ces voyages-là, et j'ai eu envie de témoigner, de transmettre, de partager ces expériences, et surtout de vulgariser de manière simple, de manière accessible. Et évidemment, quand on élargit notre conscience à ces dimensions-là, on ne peut qu'avoir une vision beaucoup plus aiguë, beaucoup plus presque cynique, j'ai envie de dire, du monde réel, avec toute cette manipulation des gros trusts pharmaceutiques, de la politique internationale. Bon, j'ai aussi un passé dans le monde de l'humanitaire qui a fait que très jeune dans ma vie, je me suis retrouvée dans des situations où je me suis, comment dire, désillusionnée. J'ai vu, j'ai vécu, j'ai compris très tôt dans ma vie que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on peut rêver, oui, mais il faut avoir conscience de ce que le monde réel va offrir à nos enfants, à nos petits-enfants, de ce qu'est la politique internationale, de ce que sont toutes ces manigances et toutes ces machineries monumentales qui nous manipulent comme des pions sur un échiquier international, sans pour autant perdre la joie de vivre, l'envie de rêver et surtout la foi. Voilà, s'il y a un mot-clé dans ce livre, c'est la foi. Alors si on revient un petit peu à la trame narrative, là, il y a un objet important dans ce roman qui est une statuette. Pourquoi avoir cristallisé en fait les enjeux des personnages autour de cette statuette? D'où vient ce motif qu'on trouve d'ailleurs sur la couverture du roman? Alors ça, c'est vraiment une histoire qui pourrait constituer un autre livre, parce que en fait, cette statuette, elle existe vraiment. Un jour, j'ai une amie avec qui j'ai travaillé justement sur ces dimensions de vie antérieure, qui m'a amené 2 statuettes et qui m'a dit: tiens, regarde, j'ai trouvé ça au Puce. On les a fabriquées ensemble dans une autre vie. Alors, je dis: oh, tu rigoles. Et puis effectivement, j'ai regardé ces statuettes et j'ai dit: moi, c'est celle-là que j'ai fait. Elle dit: oui. Et en fait, on a travaillé à toutes les deux reconstituer un petit peu cette histoire. Et on a été toutes les deux frères dans une autre vie. On avait fait ces statuettes. Elles existent réellement. Elles sont en sa possession. Et donc, quand j'ai écrit ce livre, ça me paraissait intéressant d'intégrer les 2 statuettes d'ailleurs, je ne vais pas raconter toute l'intrigue, parce que ça donnait cette dimension un petit peu magique et merveilleuse que j'ai vraiment vécue dans ma vie. Et du coup, j'ai demandé à ma sœur, qui est dessinatrice, de dessiner une statuette, et j'ai créé ce signe-là, qui a bien sûr une signification très profonde, que l'on découvre au fil des pages, de fil en aiguille, et qui symbolise pour moi justement cette alchimie intérieure que l'on va essayer d'opérer en nous-mêmes, en même temps que Rita Paloma en lisant le livre. D'accord. C'est clair? Tout à fait, mais je découvre des choses que je pensais fictives, qui s'ancrent également dans le La statuette existe, et donc j'ai fait dessiner par ma sœur, et par la suite j'ai même fait sculpter par une autre amie la statuette d'après le dessin qui a été fait par ma sœur, alors que la statuette réelle ressemble à ça, mais elle a une forme beaucoup plus arrondie. D'accord. Encore des femmes. Encore des... Ah ben oui.
Alors l'héroïne nous fait part de ses explorations spirituelles dans ses échanges avec la source. Mais elle garde aussi les pieds sur terre et on pourrait même dire les yeux dans l'assiette en raison de sa profession. Est-ce que c'est important, cette oscillation? Alors oui, tu m'avais posé la question du métier de Rita Paloma, qui est reporter culinaire. Oui, c'est important cette oscillation parce que ça permet justement de passer de la terre au ciel et du ciel à la terre. Et c'est ce que moi, dans ma vie personnelle, je m'efforce de faire, c'est-à-dire, oui, la tête dans les étoiles, mais les pieds ancrés en terre. C'est aussi le but du métier que j'ai choisi en enseignant le Qigong, c'est-à-dire vraiment travailler l'enracinement, comment dire, c'est bien de rêver, c'est bien de développer notre spiritualité, c'est bien de s'ouvrir sur ces mondes de lumière, ces mondes de l'esprit, mais c'est important d'être réaliste en fait. Il y a une expression au Soudan, quand j'ai travaillé au Soudan, les Soudanais m'avaient appris un proverbe arabe qui dit « Crois en Dieu, mais attache bien ton chameau ». Et pour moi, c'est important d'avoir cette conscience du réel, ce réalisme, cet ancrage dans la réalité et ne pas être uniquement dans ces sphères un petit peu éthérées. Les deux sont importants. Et c'est l'étirement entre les deux qui va faire qu'on va grandir en fait. Hein, s'enraciner, s'élever vers le ciel. Et c'est ça qui ouvre encore plus notre espace intérieur. Et c'est vrai que c'est un double mouvement qu'on trouve dans le roman. Il y a ce voyage géographique, on pourrait dire horizontal, oui. Et puis il y a un voyage initiatique vertical. Plus vertical. Tout à fait. Si je reviens à des questions beaucoup plus terre à terre, le parcours éditorial n'a pas été un long fleuve tranquille. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Le parcours éditorial, est-ce bien nécessaire? Ça a été une longue histoire. En fait, le livre est fini depuis plus d'1 an. J'ai fait une première auto-édition en juillet, donc il y a 1 an et demi. Pour mes amis, pour mes proches, dont tu as fait partie d'ailleurs, hein, les premiers lecteurs ont lu alors un roman qui a été tiré en micro-édition et qui malheureusement perdait ses pages, a été un petit peu disloqué, hein, voilà, et donc je n'étais pas satisfaite de cette version-là, mais j'avais fait cette version-là pour pouvoir le faire lire justement à mes proches, à mes amis, pour savoir ce qu'ils en pensaient, parce que finalement, pour moi, c'était mon bébé, mais est-ce que ce bébé allait pouvoir exister sans moi, allait pouvoir marcher et voler de ses propres ailes? Et entre-temps, j'envoyais le manuscrit à des éditeurs, mais j'ai fait l'erreur de l'envoyer à des gros éditeurs. Et pour les gros éditeurs, Ghislaine Le Cicéron, ils ne connaissent pas. Donc, en fait, si vous éditez un roman, ne contactez pas les gros éditeurs, il faut contacter des petits éditeurs qui vont se donner les moyens justement d'accompagner un nouveau, on appelle ça les primo-romanciers. Et alors que les gros éditeurs, ils prennent que des noms connus, ils sortent à 2, 3, 10 000 exemplaires, et puis 3 mois après, ils en sortent un autre et ils font de la quantité, ils ne font pas de la qualité. Et à un moment donné, je me suis laissée tenter par ce qu'on appelle des éditeurs à compte participatif, c'est-à-dire des éditeurs qui proposent à l'auteur de participer financièrement pour éditer un livre à tant d'exemplaires, avec tel pourcentage, parce qu'évidemment, un éditeur classique, il vous propose 10%, 10 à 12% de droits d'auteur, donc vous avez fait tout le travail, et puis après, il vous dépossède du titre, de la couverture. En fait, ils vont s'approprier le livre et en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent le raccourcir, changer le titre, refaire la couverture, etc. Et moi, je tenais un petit peu quand même à mon titre, à la couverture qui a été réalisée par mon neveu, qui représente un crop circle, la silhouette de la statuette, Orion, qu'on voit un petit peu sur fond de ciel étoilé. La statuette représente comme une serrure qu'il va falloir ouvrir pour découvrir ce qu'il y a derrière. Et donc j'ai fait l'erreur. Bon, là aussi, le parcours éditorial a été initiatique pour moi, parce que je me suis donc adressée à un éditeur, les éditions Velours.
J'ai fait tout le travail de relecture, de correction, de mise en page, etc. avec cet éditeur. J'ai payé une certaine somme d'argent grâce à une campagne de crowdfunding que j'ai fait sur Ulule. Donc j'ai mobilisé mes amis, mes parents, etc. pour m'aider à financer cet éditeur qui finalement a fini en liquidation judiciaire. Alors j'en ris aujourd'hui, mais c'était terrible pour moi parce que c'est comme si je m'étais laissée... je me suis fourvoyée en fait, je me suis laissée trahir, j'ai vécu ça comme une trahison. Et aujourd'hui, ben, je dis c'est pas grave parce que j'ai refait une deuxième édition en auto-édition. J'ai trouvé un imprimeur qui travaille avec un papier de bonne qualité. J'ai été très satisfaite du résultat. Et voilà, et hier j'ai rencontré un éditeur, je n'en dis pas plus parce que c'est peut-être un futur éditeur qui m'a proposé de faire une trilogie, donc qui correspond exactement à ce que j'attendais. Et le hasard faisant bien les choses, c'est quelqu'un dont on m'avait parlé il y a 2 ans et que je n'avais pas encore eu la chance de rencontrer. Donc de fil en aiguille. De fil en aiguille, on va retomber sur nos pattes. Voilà, alors j'aimerais terminer par un proverbe touareg qui est cité en exergue du chapitre 5, les racines. Dieu a créé des pays pleins d'eau pour que les hommes y vivent, et des déserts pour qu'ils y découvrent leur âme. Quels sont ces déserts et sont-ils des passages obligés? Alors ça, c'était le chapitre 5 sur les racines, donc moi je suis née dans le désert, je suis née aux portes du désert en Petite Kabylie, en Algérie, et je n'ai aucun souvenir, si ce n'est de très mauvais souvenirs, de cette période entre 0 et 3 ans. Vous découvrirez dans le livre cette période. Et quand je suis partie travailler au Soudan, donc dans le désert, j'ai vécu 6 mois dans le désert avec les femmes, justement, Touareg, etc. Et j'ai vécu à un moment donné une énorme angoisse dans ce désert. Je me suis dit, je suis née dans le désert, je dois mourir dans le désert. Je ne sais pas pourquoi, une angoisse, mais fondamentale, la peur ancestrale. Hein. Aujourd'hui que je pratique le Qigong, je comprends d'où viennent ces peurs. Hein. On en a parlé aujourd'hui au stage sur le Rhin. Et j'ai vraiment, pendant cette période de 6 mois dans le désert, j'ai vraiment rencontré mon âme. Et je me suis réconciliée avec cette partie de moi-même qui, aujourd'hui, je le comprends, ne m'appartient pas. Ces peurs ne m'appartenaient pas. C'était des peurs ancestrales que j'ai subies. Et j'ai vraiment trouvé dans le désert cette dimension incommensurable du ciel, déjà, cette ouverture sur le ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà passé une nuit à dormir dans le désert, seul sous un ciel étoilé qui n'en finit pas, il n'y a aucune limite. Et c'est là où vraiment, face à nos peurs, on comprend qui on est. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi Anaïs, et puis merci à vous d'être venus. C'est là que Daniel doit courir, arrêter la caméra.